Mercredi 20 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, le président de la délégation spéciale de la ville d'Antananarivo, Alexandre Georget, nommé lundi dernier, a pris ses fonctions aujourd'hui. La passation de pouvoir s'est tenue entre ce nouveau PDS et le secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarivo à l'hôtel de ville Analankeli pour suivre les travaux de ses prédécesseurs, initier des nouveaux projets et redresser la ville d'Antananarivo, surtout en cette veille de la saison des pluies. Tel est l'objectif du nouveau PDS d'Antananarivo. Reportage signé Miagula Sferen et Bras Denilson. Environ 2 mois, telle est la durée de gestion du nouveau président de la délégation spéciale, Alexandre Georget, à la tête de la commune urbaine d'Antananarivo, qui vient d'être nommé ce lundi dernier. Il n'y aura pas de grands changements, affirme ce nouveau PDS. Il poursuivra les travaux déjà effectués par ses prédécesseurs. Son mandat à la tête de la ville d'Emile coïncide avec la période des pluies, donc la priorité selon lui est d'y faire face. Les ressources humaines au sein de la mairie feront l'objet d'attention selon le nouveau PDS. Pour rappel, Alexandre Georget est le président national du parti politique Vert et il a également été ministre de l'Environnement. Ce nouveau PDS s'est aussi fixé comme vision de restaurer la verdure d'Antananarivo à travers la mise en place de ceintures vertes autour de la ville ainsi que l'éducation environnementale au sein des écoles. Cette cérémonie de passation de fonction avec le secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarivo marque la prise de fonction du nouveau PDS Alexandre Georget à la tête de la capitale de Madagascar. En effet, le secrétaire général a assuré l'intérim suite à la démission de l'ancienne PDS, Alal Ramanatsu, qui s'est présentée candidate pour la mairie de la capitale sous la bannière de l'IRMAR. Et dans l'actualité de ce jour également, ce sont les feux de brousse qui se sont survenus hier aux environs de l'aéroport international d'Ivat, où justement ce sont 6 épaves, dont 5 d'avions simples et d'un hélicoptère qui ont été victimes d'un feu de brousse aux alentours de l'aéroport international d'Ivat hier. Au total, une superficie de 60 hectares a été détruite par le feu dont la source reste inconnue. Une enquête est déjà en cours selon les explications rapportées par Fin-Gessena Mireille et Yves Janel dans ce reportage. Hier matin, une partie des environs de l'aéroport international d'Ivat a pris feu. 1/5 de la superficie totale des terrains aux alentours de l'aéroport a pris feu, soit une superficie de 60 hectares. 5 épaves d'avions et celles d'un hélicoptère ont été calcinées. Ces aéronefs qui appartiennent à des particuliers ne sont plus fonctionnels depuis 2012, selon les explications. Ce sont les contrôleurs des mouvements de vol qui ont remarqué le feu. Des mesures ont été prises comme la fermeture temporaire de l'aéroport jusqu'à la maîtrise du feu hier. Les pompiers qui travaillent au sein de l'aéroport se sont donné la main pour éteindre le feu et le sinistre a pu être maîtrisé au bout de 2 heures. Selon les responsables, une cellule de crise sera mise en place pour éviter ce genre d'incident. La sensibilisation des habitants aux alentours de l'aéroport doit également être renforcée selon ce qui a été décidé. La surveillance de cette zone sera renforcée et le nombre des caméras de surveillance sera augmenté. L'aéroport international d'Ivat a réouvert après que le feu ait été maîtrisé. Le premier avion a atterri à l'aéroport vers 13h40 hier. Et justement, face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les feux de brousse au niveau de l'aéroport international d'Ivat hier, prétendant que des avions de l'armée ont pris feu, l'état-major des armées a fait une déclaration aujourd'hui selon laquelle les avions militaires de l'armée malagasy sont dans un hangar, dans un lieu sécurisé. Aucun avion de l'armée de l'air n'a été victime de feux de brousse hier. Par ailleurs, ces avions militaires sont tous fonctionnels et certains effectuent actuellement des missions, selon toujours cette déclaration. Les travaux de réhabilitation du centre opérationnel de prévision hydrométéorologique d'Antananarivo ont officiellement débuté aujourd'hui. Cette réhabilitation est le fruit de la collaboration entre le gouvernement malagasy et la Banque mondiale à travers le programme Produire. Les infrastructures du centre sont vétustes, ce qui limite les activités du personnel, selon le directeur général du centre opérationnel de prévision hydrométéorologique durant la cérémonie de pose de première pierre aujourd'hui à Passapit. Les détails avec Anniana Martina.
40 ans après sa mise en place, le bâtiment abritant le centre hydrométéorologique est désormais vétuste. Les installations électriques et la salle des serveurs, essentielles au fonctionnement du centre, sont dans un état critique, compromettant la connectivité avec le système mondial de télécommunications de l'Organisation météorologique mondiale ou OMM. Cette dégradation limite la collecte et l'analyse des données nécessaires pour les prévisions et la gestion des risques climatiques selon les informations. Ainsi, les travaux de modernisation et de réhabilitation du centre opérationnel de prévision hydrométéorologique d'Antananarive ont officiellement débuté aujourd'hui, financés par la Banque mondiale à travers le programme de développement urbain inclusif et résilient ou PRODUIRE et mis en œuvre par le ministère des Transports et de la Météorologie, appuyé par le ministère de l'Aménagement du Territoire. Le projet vise à mettre aux normes internationales, suivant les technologies de pointe, le service de prévision météorologique. Ce chantier permettra également de créer des emplois tout en renforçant les capacités locales en gestion de risques climatiques. La mise en place d'un radar météorologique de pointe et la formation des équipes techniques garantiront des prévisions plus précises, améliorant ainsi la prévision des catastrophes naturelles. La première priorité, c'est de mieux comprendre et anticiper les phénomènes météorologiques pour protéger les populations, selon le coordonnateur des projets. Selon les explications, certaines parties du bâtiment seront détruites et 3 nouveaux blocs seront érigés, outre la réhabilitation des infrastructures existantes et l'aménagement des espaces extérieurs. Ces travaux seront réalisés selon les normes internationales en matière de sécurité et de durabilité établies par la Banque mondiale pendant une durée de 5 mois. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramonzaville, et celui de l'Aménagement du Territoire, Nan Anjasitwen, sont venus lancer officiellement les travaux à un Passapit aujourd'hui. Dans les informations de ce jour également, la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant a été effectuée aujourd'hui à Mahajanga sous la houlette du ministère de la Population et de la Solidarité. Le thème de la célébration de cette année a été « Vers un avenir meilleur, ensemble et pour les enfants ». Outre la célébration officielle et les divers discours, un carnaval qui a sillonné les rues de Mahajanga a également marqué cette journée de célébration. Dans la foulée, un concours de dessin pour les enfants sur leur perception d'un avenir meilleur a eu lieu. Également dans le programme d'aujourd'hui, un débat sur les droits des enfants. Dans la page économique de ce soir, plus de 27 500 touristes ont visité le parc naturel d'Issal en 10 mois pour cette année 2024. Ce chiffre pourrait atteindre jusqu'à 30 000 touristes jusqu'à la fin de cette année 2024 selon les prévisions des responsables au sein de ce parc. Vanessa Mireille nous en dit plus. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre 2024, 27 500 touristes ont visité le parc d'Issal. Ce parc naturel est le deuxième site touristique le plus connu de Madagascar, après la petite île de Nustan'el. Le parc, situé vers le sud de la grande île, comprend un circuit dont celui de Namasa est le plus visité. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat appelle tout un chacun à préserver les richesses touristiques qui font la renommée de Madagascar et surtout de lutter contre les feux de brousse. Outre Issal, la région Urumbé comprend d'autres sites touristiques qui valent la peine d'être visités, souligne la gouverneure de la région Urumbé. Pour la région sud, Anakau a accueilli la Journée internationale du tourisme. Et les députés élus dans la circonscription d'Ambossar-Hatim appellent le pouvoir exécutif à poursuivre les aides alimentaires aux populations victimes de malnutrition et de les augmenter. Du fait du manque de pluie, les conséquences de la sécheresse se font ressentir surtout au niveau des cultures dans le district d'Ambossar-Hatim. Le point avec Felnar Koutarsoul et Asnar Fanzanar. Des aides et des approvisionnements alimentaires sont déjà dépêchés par l'État et ses partenaires pour soutenir la population dans le district d'Ambossar-Hatim, mais cela ne suffit pas du fait de l'intensité de la sécheresse causée par le manque de pluie cette année. Le district d'Ambossar-Hatim n'a pas eu de pluie pendant toute la moitié de l'année, selon les explications. Les députés élus dans le district appellent ainsi à une augmentation des aides et que cela soit bien coordonné. Les 2 députés élus dans le district d'Ambossar-Hatim proposent également des solutions à long terme, comme aider les populations à trouver des moyens de subsistance pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins quotidiens. Dans la foulée, les 2 élus dans la circonscription interpellent également sur les cas d'insécurité.
Dans l'actualité internationale, la police haïtienne a annoncé hier, mardi 19 novembre, avoir tué, avec l'appui d'habitants de Port-au-Prince, 28 membres de gangs armés après que ces derniers eurent lancé une offensive dans la capitale de ce pays des Caraïbes en plein chaos. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé qu'elle suspendait ses activités dans la capitale à la suite de violences et menaces des forces de police. France 24. Haïti s'enfonce dans le chaos. Sur ces images que nous avons floutées, des cadavres brûlés, parfois recouverts de pneus, en pleine rue de cette commune aisée de Port-au-Prince, la capitale. Des corps qui appartiendraient à des membres de gangs, les habitants excédés par la violence et l'insécurité se font justice eux-mêmes. L'État n'a pas su assurer notre sécurité, alors nous nous sommes battus seuls pour résister. Nous nous sommes battus avec des pierres, avec des bouteilles. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette situation en train de fuir et de courir. L'État ne nous garantit pas la sécurité. Que s'est-il passé? Dans la nuit de lundi à mardi, des policiers ont intercepté un camion et un minibus. À bord, des membres de gangs armés. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu et en ont tué certains. D'autres ont pris la fuite mais ont été poursuivis, rattrapés et tués par des habitants organisés en groupe d'autodéfense et par des policiers. On ne va pas abandonner la région, on ne va pas quitter la région. Et le jour où on se soulèvera, personne ne nous arrêtera. Ni le gouvernement, ni les bandits, ni quiconque nous empêche de vivre. Nous demandons l'unité car personne ne nous forcera à fuir notre quartier. Depuis la semaine passée, Port-au-Prince fait face à une nouvelle flambée de violence provoquée par une alliance de gangs. L'un de ses leaders, l'ancien policier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, exige la démission du conseil présidentiel de transition qui vient à peine de remplacer le Premier ministre. Le nouveau venu, Alix Didier Fils-Aimé II, a promis d'organiser les premières élections depuis 2016. Crise sécuritaire, politique et humanitaire, Médecins sans frontières suspend ses activités à Port-au-Prince dès ce mercredi, et ce, jusqu'à nouvel ordre, en dénonçant de graves menaces proférées à l'encontre de son personnel par des membres des forces de police haïtiennes. 2 câbles de télécommunications ont été abîmés en mer Baltique en 48 heures entre la Finlande et l'Allemagne d'une part et la Suède et la Lituanie d'autre part, ravivant les soupçons de sabotage dans le cadre d'une guerre hybride, notamment à l'égard de la Russie. France 24. La Russie est-elle impliquée dans la coupure de 2 câbles sous-marins en mer Baltique ? Pour les Européens, la question ne fait aucun doute. L'incident relève du sabotage. Et tous les yeux se tournent vers la Russie et sa stratégie de guerre hybride sur le sol européen. Rien de tout cela ne peut être simplement des coïncidences. Nous devons défendre notre démocratie européenne chaque jour en soutenant l'Ukraine et en protégeant nos propres infrastructures critiques. Les 2 câbles de télécommunications relient la Finlande à l'Allemagne et la Suède à la Lituanie. Ils se croisent dans les eaux suédoises, au sud de l'île d'Öland. C'est dans cette zone qu'ils ont été sectionnés, entraînant la coupure de toutes les connexions Internet qui y sont liées. Si l'opérateur suédois Telia ne signale aucune perturbation significative de ses services, l'événement n'est pas sans conséquences. À cette période de l'année, avec l'obscurité, les vents violents et des vagues très hautes, il est difficile d'effectuer des réparations. Les navires qui s'occupent de ces incidents ne restent pas là à attendre qu'ils se produisent. Ils doivent arriver sur le site, ce qui peut prendre 1 ou 2 semaines, avant de pouvoir évaluer les dégâts avec l'équipement nécessaire. La police finlandaise et les autorités suédoises ont ouvert une enquête. Plusieurs incidents se sont déroulés ces derniers mois en mer Baltique, tous attribués à Moscou par les Européens. Aux États-Unis, Donald Trump a nommé hier mardi l'ancienne patronne de la fédération de catch WWE, Linda McMahon, ministre de l'Éducation, une institution fédérale que le président élu a promis de mettre à mal sur fond de forte division aux États-Unis entre progressistes et conservateurs. France 24 toujours. Une habituée de l'administration Trump, milliardaire connu aux États-Unis pour avoir dirigé pendant 15 ans la célèbre fédération de catch, la WWE. Linda McMahon vient d'être nommée par Donald Trump ministre de l'Éducation, département gangréné selon lui par le marxisme et qu'il disait vouloir supprimer pendant sa campagne. La mission de McMahon, rendre le pouvoir aux États fédérés en matière d'éducation, moyen pour les États conservateurs de s'opposer notamment aux questions sur les communautés LGBT.
À 76 ans, cette amie et donatrice de Donald Trump est une fidèle parmi les fidèles. En 2019, alors au gouvernement, il lui demande de rejoindre le très stratégique comité d'action, chargé de sa réélection en 2020. Linda McMahon a fait un travail exceptionnel à la tête de l'administration des petites entreprises. C'est une superstar. Ça a été un honneur de servir le pays dans votre gouvernement et dans cette administration. La fidélité récompensée. Autre exemple avec Mehmet Oz, ancien chirurgien star de la télévision, qui hérite d'un poste clé à la santé, après avoir été adoubé par Trump pour le poste de gouverneur de Pennsylvanie en 2022. Ensemble, nous allons guérir la Pennsylvanie et l'Amérique. Que Dieu vous bénisse. Dr Oz sera sous les ordres de Robert Kennedy Jr., futur ministre de la Santé, connu pour avoir à plusieurs reprises fait le lien entre les vaccins et l'autisme. Pete Hegseth, présentateur de Fox News à la tête du Pentagone, ou Elon Musk, l'homme le plus riche au monde à la tête d'un département de l'efficacité budgétaire, Donald Trump se forge une administration aussi dévouée que disruptive. Au total, plusieurs milliers de postes dans le gouvernement, les ambassades ou les agences fédérales seront pourvus par le nouveau président. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous. Vous allez suivre votre série Strike Back dans quelques instants. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain.